Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet pas très gai, celui de la prise en soin des patients en soins palliatifs. Alors oui, de temps en temps on y est confronté, c'est toujours compliqué, rien que le mot palliatif déjà de base pour les soignants, c'est un mot qui fait peur. Peur parce que ça nous confronte à la mort, chose que en tant que soignant on évite de penser parce qu'on est là pour guérir les gens, mais pas que. Donc du coup, on va voir ce que sont que les soins palliatifs. Dans l'idée, c'est que en général, les soins palliatifs, c'est tout ce que l'on peut faire quand il n'y a plus rien à faire. Alors par contre, on va voir si vraiment il n'y a plus rien à faire. Ça va être un petit peu le sujet de cette formation. Alors tout d'abord, travailler avec des patients en soins palliatifs, c'est travailler avec une personne vivante. Donc on va laisser de côté un petit peu nos idées noires, essayer de penser que voilà, on ne travaille pas avec un futur mort, mais vraiment avec une personne vivante. C'est la base, c'est bête, mais il faut le dire. Donc voilà, même si la situation est triste, c'est souvent des situations compliquées, avec un entourage en souffrance, une personne en difficulté, mais voilà, on travaille avec la vie. Alors tout d'abord, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, les soins palliatifs sont des soins actifs et complets qui sont servis à des malades dont l'affection ne répond plus au traitement curatif, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être guéris. La lutte contre la douleur et les autres symptômes, ainsi que les prises en charge psychologiques, sociaux et spirituelles sont primordiaux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas en charge que la maladie, mais tout ce qui est autour de la maladie. Une chose importante, une prise en charge palliative ne hâte pas le décès. On ne cherche pas à retarder non plus. On entend souvent que des gens disent oui, on fait en sorte de pouvoir prolonger la maladie d'une personne, on prolonge l'agonie, prolonge la souffrance, c'est pas du tout le but. Ou on ne cherche même pas, on ne cherche pas non plus à précipiter un décès en faisant une sédation par exemple. Le but est vraiment d'accompagner et de soulager la personne. Donc, et de préserver donc la meilleure qualité de vie possible et ce jusqu'à la mort. La loi du 9 juillet 99 définit les soins palliatifs comme des soins actifs et continus, encore une fois. Une notion d'interdisciplinarité, alors ça va prendre en considération aussi bien les médecins, les infirmiers et les soignants, qu'ils soient AS, AES, AMP, kiné, enfin tous les professionnels qui gravitent autour de la personne. Donc voilà, prise en charge de la douleur, de la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne et aussi soutenir l'entourage, parce qu'eux aussi sont en difficulté. L'ASFAP, alors c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, définie aussi comme des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne d'une maladie grave, évolutive et terminale, évolutive ou terminale, pardon. L'objectif est de soulager les douleurs physiques, les autres symptômes et la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Voilà, il y a vraiment une globalité de la personne dans sa globalité, et pas que les soins physiques. Les soins palliatifs accompagnent et l'accompagnement sont interdisciplinaires, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils s'adressent aux malades, à la famille et aux proches, que ce soit à domicile ou en institution. Et la formation et le soutien des soignants, des bénévoles aussi qui interviennent auprès des personnes est important. Les soins palliatifs, du coup, pour définir en gros, ça concerne des personnes malades qui sont atteintes d'une pathologie grave, évolutive. Ça mettant en jeu le pronostic vital, que ce soit en phase avancée ou terminale, quel que soit l'âge ou la pathologie. Alors, l'âge, malheureusement, on a des personnes âgées, on a des personnes beaucoup plus jeunes, voire des enfants. Bon, au SIAD ou aux hirondelles, on ne sera pas confronté à ça, mais ça peut arriver malheureusement. Et la pathologie, parce qu'en fait, il n'y a pas que les cancers, il y a aussi tout ce qui est cardio, insuffisance cardiaque terminale, insuffisance rénale terminale,
Enfin, il y a plusieurs maladies même qui peuvent être considérées comme prise en charge palliative. La maladie d'Alzheimer aussi, en phase terminale, ça peut arriver. Ça fait partie donc des prises en charge palliatives. Alors, les personnes malades vont suivre un parcours. Quand on est sur les prises en charge palliatives, il va y avoir donc du coup plusieurs périodes. Dans un premier temps, il va y avoir la période curative, c'est-à-dire que on va d'abord diagnostiquer un cancer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi des pathologies médicales, que ce soit cardio, rénal ou autre. On va prendre l'exemple du cancer. Donc, on est au début de la découverte de la maladie. Donc, on va traiter dans un premier temps le cancer, que ce soit de la radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, en fonction du cancer. Donc, on voit que sur la période de traitement, sur le plan de traitement, on va surtout avoir un traitement spécifique, c'est-à-dire on va traiter la pathologie existante. Donc ici, c'est le cancer. Il y a aussi donc des traitements qu'on appelle non spécifiques, c'est-à-dire qu'on va traiter tout ce qui est à côté du cancer. Ça peut être les différents autres symptômes, que ce soit un encombrement, que ce soit des infections. Ça peut être lié au cancer aussi, ça peut être donc les traitements liés aux nausées, vomissements ou diarrhée liée au cancer, au traitement de chimiothérapie par exemple, la douleur aussi, voilà, tout ça va être pris en charge, mais donc on voit quand même une grosse part de traitement anti-cancéreux, donc du coup spécifique. Malheureusement, la maladie peut évoluer avec l'évolution locale de ce cancer, c'est-à-dire qu'en fait, la tumeur qui était là va grossir et va être non guérissable. Alors ça, c'est les médecins qui voient si la pathologie peut être guérie ou pas. Ou l'apparition donc d'une première métastase qui sera, elle, non guérissable non plus. Parce que mal située, parce que trop avancée dès qu'elle est découverte. Donc du coup, dès qu'on ne peut plus traiter, guérir en tout cas, soit le cancer de base ou la métastase, on va passer en prise en charge palliative. Donc là, on bascule sur la période palliative, qui elle se divise en 3 phases. La phase palliative spécifique, symptomatique et terminale. Donc la phase spécifique, on a encore du traitement spécifique, comme on peut voir là, hop, mais malheureusement, petit à petit, on va arrêter parce que malheureusement, le traitement, la maladie échappe au traitement. Alors, les gens à ce moment-là peuvent encore avoir de la chimio, peuvent encore avoir de la radiothérapie, voire de la chirurgie en fonction de la pathologie. Mais bien souvent, voilà, on commence à échapper et ne plus répondre au traitement. Petit à petit, on va basculer sur la phase symptomatique. Là, on voit à ce niveau, malheureusement, on arrête tout traitement spécifique, arrêt de la chimio, radiothérapie ou autre. Donc, on va basculer que sur des traitements, ce qu'on appelle symptomatiques. On va traiter les symptômes liés à la pathologie préexistante ou autre. Mais voilà, on va essayer d'apporter du confort à la personne. Si il est douloureux, on va pas donner un traitement antalgique. Si il est nauséeux, bon, vous avez compris l'idée. Les soins de support, ça va être tous les soins apportés à côté de la maladie. Malheureusement, la maladie évolue et petit à petit, on va passer sur la phase terminale. Là, on sera sur l'espoir de soulagement parce que du coup, malheureusement, on ne peut plus rien faire d'autre. On va passer sur la phase agonique et petit à petit sur le décès. Alors les personnes qu'on va prendre en charge en phase palliative sont confrontées bien souvent à ce qu'on appelle la souffrance globale, c'est-à-dire une souffrance qui a plusieurs origines. Donc il y a dans un premier temps tout ce qui est des souffrances liées à la régression physique, c'est-à-dire qui peut entraîner un inconfort lié à la dépendance aussi, à la perte d'autonomie, à la mutilation, ça peut être des personnes qui ont été amputées par exemple. Alors il y a des douleurs qui apparaissent bien souvent. Alors
ce qu'on appelle les douleurs terminales, c'est lié vraiment à la pathologie en elle-même. Donc on est à peu près à 70% de douleurs liées à la pathologie. Les maladies intercurrentes ou iatrogènes, c'est les maladies qui arrivent en plus de la maladie de base, des douleurs qui arrivent en plus de la maladie de base, pardon. Une personne qui a un cancer, je sais pas, au niveau de l'estomac peut en plus avoir des problèmes, par exemple, d'encombrement, et donc du coup il peut avoir des difficultés à respirer et entraîner des douleurs au niveau thoracique par exemple. C'est un exemple. Iatrogène, c'est-à-dire qu'en fait c'est apporté par les médicaments. Il y a par exemple, je pense à un médicament qu'on donne, une injection qu'on fait pour augmenter les globules blancs qui sont mais souvent détruits par les chimios. Il y a une injection qui fait que ça peut entraîner des douleurs articulaires. Après, il y a aussi les douleurs qui sont préexistantes, c'est-à-dire qu'une personne qui a de l'arthrose déjà depuis longtemps, malheureusement, va continuer à avoir ces douleurs qui sont toujours présentes. Pardon. Les autres symptômes qui peuvent entraîner des souffrances physiques, tout ce qui est amaigrissement, cachexie, c'est-à-dire une maigreur extrême, la dyspnée, des problèmes donc respiratoires, l'encombrement, la bouche sèche, les mycoses, les escarres, voilà bien sûr, les paralysies, pour entraîner des spasmes aussi au niveau musculaire, vomissement, constipation, convulsions, hémorragie, tout ça font partie des souffrances physiques. Après, il y a aussi des souffrances psycho-affectives. La peur de souffrir, parce que du coup on va mourir, donc on a peur des modalités de mourir, mais on a surtout peur de souffrir. Ça vient souvent dans les questions des personnes. Une anxiété, bien sûr, il peut y avoir une dépression, une incompréhension des personnes pour qui, par exemple, le diagnostic n'a pas forcément été clair par les médecins, ou en tout cas qui n'ont pas compris le diagnostic, ils vont se sentir malades, mais sans en comprendre l'origine. Des personnes qui sont isolées aussi, donc il va y avoir tout ce qui est aussi des peurs de l'avenir. Être le poids pour un être cher aussi, devenir dépendant et voir que en final on est un poids pour ses proches, c'est pas évident. Le poids du passé, il y a des personnes qui malheureusement, il y a des histoires familiales de cancer par exemple, et des fois la personne souffrante peut s'être occupée de son parent qui a été malade aussi, donc du coup avec tout ce que les souvenirs qu'elle peut en avoir. Les souffrances socio-familiales. Alors, il peut y avoir des décalages entre ce que la personne sait et ce que la personne a dit à sa famille, ou inversement. Des fois, les familles sont davantage au courant que le malade en lui-même, parce que le médecin ou les soignants se sont davantage confiés à la famille. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Alors, des fois aussi, la personne souffrante prenait en charge aussi des personnes de sa famille, que ce soit les parents, donc les gens peuvent avoir déjà à charge aussi leurs parents ou leurs enfants, donc du coup toutes les questions qui vont arriver sur leur devenir. Il y a malheureusement aussi des fois des conflits familiaux et des résurgences qui arrivent à ce moment-là. La perte des rôles familiaux ou des rôles sociaux. Une personne, un patriarche ou une matriarche qui gère en général sa famille va avoir du mal à ce que ce soit les autres qui le prennent en charge. Ou des fois, des gens qui ont un statut social important vont avoir du mal aussi à ce qu'on les prenne en charge. L'arrêt d'activité est difficile à envisagé pour ces personnes, mais c'est aussi un problème parce que qui dit malade dit mais pas d'entrée d'argent. Ou moins, et au final, ça va entraîner des difficultés à ce niveau. Les soucis de testament, savoir aussi ce qui va en advenir après, et pas forcément des questions qu'on se pose en temps normal, mais dans ces moments-là, tous ces questionnements vont arriver. Les tâches au quotidien, savoir comment gérer la maison, comment, voilà, les soucis du quotidien vont parasiter aussi ces personnes. Et aussi, bon, bien sûr, les deuils, existants, préexistants aussi.
il va y avoir une souffrance existentielle. C'est tous les questionnements sur le pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Pourquoi moi, qui n'ai jamais fumé, j'ai un cancer du poumon, alors que l'autre, le voisin ou autre, fume comme un pompier, n'a jamais rien eu. Voilà, il est mort de sa belle mort à 80 quelques années ou 90 ans, et moi j'ai 60 ans, et au final, voilà, j'ai un cancer du poumon et je vais mourir. Donc pourquoi? À cause de quoi, hein, aussi? Quel est le sens? Alors, toute la question du sens. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis? Quelle trace je vais laisser sur Terre en fait? Voilà. Est-ce que ma souffrance a aussi du coup un sens? Peut-être. Après, il y a toutes les souffrances confessionnelles aussi. Alors pas forcément religieux, mais voilà, c'est avec tout ce qu'on a envie de laisser comme trace. Alors, la prise en soin des personnes en soins palliatifs se fait selon le concept des 5 dimensions. Alors, tout d'abord, le corps, ensuite la personne, les proches, l'équipe et la société. Alors, vous voyez, il y a des flèches, et parce que, en fait, il faut vraiment le faire dans cet ordre-là. Alors, tout d'abord, le corps. Le corps, en fait, c'est tout ce qui est les affections somatiques. C'est les douleurs, tout ce qui est encombrement, enfin, tout ce qui est attrait au corps de la personne. Donc, d'abord, on va prendre en charge cette partie-là, c'est-à-dire vraiment essayer de soulager physiquement la personne. Ensuite, la personne, c'est tout ce qui est de l'ordre du psychologique, de ce que je disais tout à l'heure, socio-familial, voilà. C'est ce qui va être perturber un petit peu la psyché de la personne. Ensuite, les proches, donc, parce que bien sûr, eux aussi sont en première ligne et peuvent être en souffrance liée à la situation. Ensuite, l'équipe, parce que bien sûr, prendre en charge des personnes en soins palliatifs tout le temps, tous les jours ou autre, ça peut user, ça peut mettre les équipes à mal. Donc du coup, il faut aussi bien sûr penser à nous soignants, et la société, c'est diffuser la parole palliative. Donc du coup, faire un petit peu ce que je fais actuellement sur les formations, c'est-à-dire en fait former un petit peu et en tout cas informer les gens à ce niveau. Donc du coup, pourquoi cet ordre-là? Parce que, alors, je prends l'exemple d'une personne qui a des douleurs liées à un cancer, des douleurs articulaires, des douleurs osseuses ou même digestives, peu importe. Elle a des douleurs. Et réellement, qu'un soignant soit super gentil, assis à son chevet, lui tienne la main, réellement, c'est pas ça qui va être important sur le moment. En fait, des fois, on peut même se faire envoyer bouler parce que la personne ne veut pas quelqu'un qui lui tienne la main à ce moment-là, elle veut quelqu'un qui le soulage sur ses douleurs. Donc voilà, c'est pour ça que ce côté-là est important et qu'il y a vraiment une flèche, enfin, qu'il y a vraiment un degré d'intervention, en tout cas sur une priorisation à faire, plutôt, pardon. Les proches, pareil. Moi, j'ai mes proches qui souffrent, qui ont des douleurs physiques. C'est bien, il est gentil, il va m'expliquer, voilà, mais je veux d'abord qu'on le soulage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette hiérarchie dans la prise en soin. Donc du coup, je vais me servir de ce concept pour articuler un petit peu mon exposé. Et donc du coup, on va tout d'abord parler du corps. Alors on va d'abord parler des soins corporels. La particularité des prises en charge de patients en situation palliative, c'est surtout que ce sont des personnes en situation vulnérable, avec des atteintes physiques diverses et complexes en fonction des pathologies, des symptômes qui sont arrivés qui sont intenses et voire brutaux, avec des douleurs qui peuvent être ce qu'on appelle paroxystiques, c'est-à-dire d'arrivée brutale et très intense, une dyspnée, un encombrement qui peut arriver d'un coup, ou une détresse respiratoire. Il peut y avoir des hémorragies aussi, ou autre. Ce sont aussi des personnes qui vont être dans un état d'épuisement physique. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Et donc pour ces personnes-là, en fait, tout acte, même passif, peut être ressenti comme très très pénible. On va dire quand on fait une toilette à une personne, on se dit, bah, ça va, elle a rien fait, elle est restée dans son lit, c'est moi qui ai tout fait. Mais en fait, même ça peut être très très difficile pour la personne. Alors du coup, nous, en tant que soignants, notre rôle, ça va être de nous adapter en fonction de l'état de la personne.
Donc si on voit que la personne est très très fatiguée ou très douloureuse, ou voilà, on va essayer de planifier et organiser le soin différemment. Peut-être que le patient qui a un examen, peut-être qu'il pourra être reporté. S'il est douloureux pendant les soins, peut-être que... Alors, PAP, c'est les prescriptions anticipées personnalisées. Alors, c'est vrai que nous, au SIAD ou aux Hirondelles, on n'a pas forcément on le fait pas forcément parce que du coup c'est pas notre rôle au quotidien. Ce que je faisais mon travail à l'HAD avant, mais souvent on a donné de la morphine avant les soins douloureux ou pénibles, ou des fois on pouvait sédater une personne un petit peu avant les soins quand ils étaient vraiment très très compliqués. Bon, nous on est un peu moins confrontés ici, que ce soit aux Hirondelles ou au SIAD. Dans tous les cas, une personne qui est en prise en charge palliative, le travail en binôme peut être intéressant aussi, au moins ne serait-ce que pour avoir un double regard, parce que c'est vrai que quand on fait la toilette à une personne, quand on la tourne pour lui faire le dos, on n'a pas forcément son visage en visuel, donc c'est vrai que la personne qui maintient le patient peut du coup regarder son visage et savoir si elle grimace ou autre. À l'être à deux aussi, ça nous permet d'être à une juste distance thérapeutique, donc peut-être d'être un petit peu moins impliqué émotionnellement. Et bien sûr, à deux, ben, on se soutient. Donc du coup, on va être rechercher le maximum de confort pour la personne, en tout cas le moins d'inconfort possible. Donc on va faire des actes le moins intrusifs possible. Alors ça c'est plutôt sur les soins infirmiers. Quand je parle intrusif, ça va être d'éviter des injections ou éviter des prises de sang rapprochées ou autres si on peut cumuler un maximum. Bon, au niveau soignant, pour les toilettes c'est pareil aussi. On va essayer de, euh, de faire les choses de façon intelligente. On va être cohérent aussi dans les soins et pas forcément prendre une tension pour prendre une tension, mais plutôt pour une surveillance particulière. Peut-être que toutes les personnes en phase palliative n'ont peut-être pas forcément besoin d'être contrôlées tout le temps. Donc, en tout cas, il faut réfléchir à quel est l'objectif thérapeutique à ce niveau. Bien sûr, une personne qui est sous oxygène, ça peut être intéressant quand même de la contrôler de temps en temps au niveau de la saturation. Mais voilà, en tout cas, c'est un travail d'équipe et si on doit arrêter de prendre des constantes, ce qui peut arriver sur une fin de vie, voilà, il faut que tout le monde le fasse. Et il ne faut pas faire cavalier seul en fait. C'est vraiment une discussion en équipe. La notion du rythme est importante aussi, que ce soit pour le patient et pour l'équipe aussi. Du coup, le rythme, c'est-à-dire que une personne qui est très asthénique le matin, un peu moins l'après-midi, pourquoi pas essayer de décaler les soins à l'après-midi. Même une toilette peut être faite à l'après-midi. On fait l'essentiel, c'est-à-dire le matin un change, éventuellement les yeux, la bouche, les mains, mais le reste de la toilette peut être fait à l'après-midi, en fonction de l'état de la personne, bien sûr. Et si ça peut pas être fait l'après-midi, puis on fait vraiment l'essentiel. Et puis, parce que bien sûr, on va pas laisser une personne souillée, mais et puis on reporte le lendemain si besoin. Être attentif, attention à l'objectif du soin, du coup, et, il faut adapter et limiter le soin. Donc, comme je disais, l'essentiel, les yeux, la bouche, les aisselles, les mains, toilette intime, massage doux, parce que malgré tout, un massage doux peut délasser un corps, donc ça c'est important. Le dos, les jambes, en tout cas, prévention des écarts quand même, malgré tout. C'est pas parce qu'on limite le soin qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. En tous les cas, il faut respecter l'identité et la personnalité du patient, c'est-à-dire respecter ses habitudes. Personne qui est habitué à se raser tous les jours, si son état le permet, mais il faut essayer de le faire. Au contraire, si c'est une personne qui a de la barbe, enfin, voilà, on peut essayer de l'entretenir un minimum. Bien sûr qu'on n'est pas barbier, hein, mais voilà, en tout cas, on va pas le raser parce que c'est plus simple à gérer tous les jours. Non, mais non, voilà, on va respecter ses habitudes. Une personne qui est habituée à se maquiller tous les jours, mais dans la mesure du possible, si on peut le faire, c'est aussi bien. Ça va lui permettre du coup de rester un petit peu, d'avoir l'image qu'elle garde d'elle en fait. Voilà.
Dans tous les cas, tout se fait en accord avec la personne, le patient, et plus ou moins l'entourage. Alors c'est vrai que si la personne n'est plus en capacité d'exprimer ses besoins, en tout cas la famille ou l'entourage peut nous guider un petit peu dans ses habitudes. Alors au niveau de l'examen clinique, il y a 4 fléaux pour chasser absolument qui sont source d'inconfort. Ça va être les douleurs, ça paraît évident, logique. Une personne douloureuse, on va la traiter. En tout cas, on va faire en sorte qu'elle soit le moins possible. Des fois, c'est pas possible d'effacer toutes ces douleurs, mais au moins, on va essayer de limiter un maximum, en tout cas que ce soit le plus confortable possible. Le fécalome, alors ça, il faut être hyper vigilant sur le transit et donc du coup faire attention parce qu'un fécalome, ça peut être source d'une part d'inconfort, de douleur et ça peut entraîner du coup le décès de la personne en cas d'occlusion, donc ça peut être très très grave. Un globe vésical, une personne qui ne s'exprime pas ou très peu, peut être très enfin, on peut passer à côté de ça, du coup, si elle se plaint pas. Donc, il faut faire attention parce que c'est très très douloureux. Pareil, ça peut entraîner des conséquences très très graves si une vessie vient à se perforer, par exemple. Donc, du coup, être vigilant sur la diurèse. Alors, on va pas forcément quantifier, mais au moins surveiller l'émission d'urine. Déjà, voir un petit peu si les protections sont souillées ou pas. Si une protection est sèche, ça peut arriver sur de la fin de vie où du coup les gens se mettent ce qu'on appelle en anurie, c'est-à-dire que le rein ne produit plus d'urine. Mais ça peut être aussi un problème vésical, c'est-à-dire qu'en fait la personne, le sphincter s'est bloqué et il y a de l'urine qui est bloquée. Donc dans ces moments-là, il faut palper le ventre, c'est-à-dire qu'en fait on va poser la main au niveau du pubis et on va appuyer un petit peu. Si on sent une grosse boule, c'est que peut-être que la vessie est pleine d'urine. Donc là, absolument, bien sûr, il faudra prévenir les infirmiers ou infirmières, bien sûr, et peut-être qu'il faudra poser une sonde urinaire ou au moins tenter d'évacuer les urines. Au moins faire avec une sonde un aller-retour pour être sûr qu'il n'y ait pas d'urine coincée. La mycose buccale, ça peut arriver parce que, bien sûr, la flore buccale sur une phase palliative, soit entraînée par les traitements chimio ou radiothérapie, ou par une faiblesse, un affaiblissement des défenses immunitaires, des mycoses peuvent arriver au niveau de la bouche. Donc, du coup, qui dit mycose buccale peut dire douleur, donc refus d'alimentation. C'est des personnes qui vont se dégrader très rapidement. Donc, à surveiller à ce niveau et voir s'il n'y a pas ce type de problème. Donc, vraiment, ces 4 problèmes sont des choses qui prennent pas trop longtemps à évaluer et donc, du coup, qu'il faut surveiller à tout prix. Alors, on va parler des soins dans l'ordre. D'abord, la toilette. Donc, c'est un soin intime, bien sûr. On est exposé, le corps est exposé à nu. Pour certaines personnes, c'est même la première fois que quelqu'un d'extérieur voit leur corps nu. Dans tous les cas, même si c'est pas le cas, c'est très secret, très intime. Voilà, ça peut engendrer beaucoup de pudeur, hein, donc du coup voilà, et même de la gêne. Donc il faut faire attention à notre regard qu'on porte sur cette personne, sur le corps. Donc voilà, il faut être vigilant à ça. C'est une base, mais c'est important de le signaler. D'autant plus que la personne malade peut avoir en plus des sensations diverses et parfois intenses, nouvelles. Jusqu'à présent, elle n'avait pas forcément un corps très affaibli, malade, qui peut être amputé pour certaines, drainé, des fois il y a des personnes qui ont des perfusions, des drains, des meurtris, dans tous les cas, ils ont mal, ils ont peut-être amaigri, voire cachectiques, déformés, ça peut arriver aussi. Des odeurs qui peuvent apparaître. Une personne qui a toujours été continente, si elle se souille, bien sûr, il y aura des odeurs de sel, donc la gêne occasionnée. Il peut y avoir des escarres
qui va entraîner des grosses odeurs, une grosse sensation de honte du coup. Donc voilà, il faut être vraiment vigilant, savoir que les gens peuvent être vraiment en souffrance d'exposer leur corps comme ça. Donc du coup, à nous d'être très intelligents dans notre approche, voilà, et très fin. Et la toilette peut être aussi un soin douloureux. Euh, Quand on a mal partout au niveau du corps, que ce soit articulation ou au niveau viscéral ou autre, on peut avoir des grosses douleurs et qui pourraient être majorées pendant la toilette. Donc ça peut être un soin qui va être redouté par la personne. Justement, il peut y penser toute la journée au moment où le soignant va venir le mobiliser pour les soins. Donc voilà, ça peut être très compliqué et voilà, faut le savoir. Ça peut être, enfin, en tout cas, il faut être vigilant à ce niveau. Peut-être même à ce moment-là, anticiper, comme je disais tout à l'heure, avec des antalgiques ou autres avant les soins. Alors, important aussi, on fait de la toilette à une personne et pas à un corps. Donc du coup, quand on discute, enfin quand on fait un soin, on intègre la personne dans notre soin. On lui parle, parle, on dit ce qu'on fait. Quand on est en binôme, on inclut la personne dans la discussion ou on parle directement à la personne. Ça peut arriver, on peut parler du week-end qu'on a passé avec un collègue, ça peut arriver, on est humain, c'est pas. Mais il faut l'intégrer la personne dans la discussion, c'est super important. Il y a un risque de dépersonnalisation, voilà. Les personnes qui sont au fond de leur lit, qui ne peuvent plus s'exprimer pour certains, ils voient deux soignants qui parlent entre eux, qui ne le regardent même pas. Imaginez un petit peu la violence de ce soin. Voilà. La toilette, ça peut être aussi rituel, sacré, hein, après la mort. Donc du coup, ça peut être aussi difficile à vivre et ça peut être un petit peu ce qui fait peur en elle. Alors voilà, je vous laisse quelques témoignages. Donc, je vous laisse le temps de le lire. Maintenant, les soins de bouche. Alors, de base, la bouche, c'est une source de plaisir, de satisfaction, de convivialité. C'est l'organe de la communication verbale et non verbale. Et c'est aussi un organe d'esthétique, d'image de soi. Donc, de l'intégrité buccale dépendent bien sûr la nutrition, la respiration, la communication et l'expression relationnelle. Dans le contexte de fin de vie, l'intégrité buccale est fragile. Que ce soit la maladie et les traitements, ça peut entraîner une modification du système immunitaire et de la salivation. Donc ça nécessite des soins pluriquotidiens et réguliers et des traitements spécifiques adaptés. Le but, éviter ça. Imaginez une personne qui a une bouche alors, dans un état... Enfin, imaginez, je pense que vous avez tous en tête une personne avec une bouche dans un état catastrophique. Alors imaginez un petit peu l'image que la personne peut en avoir, la, les douleurs que ça peut entraîner, le goût que ça peut entraîner, l'odeur qui s'en dégage pour la personne. Donc du coup peut-être un sentiment de honte. Imaginez aussi pour l'entourage. Ça rebute, hein,
Je pense que pour un mari qui a son épouse avec une bouche comme ça, il n'a peut-être pas forcément envie de l'embrasser non plus, alors que il peut être très amoureux. Imaginez les enfants, les petits-enfants, peut-être qu'ils ont envie de faire un bisou ou autre, mais bon, voilà, c'est très compliqué. Voilà, au niveau humain, voilà, on peut pas laisser une personne comme ça. Alors le but des soins de bouche, ça va être de nettoyer, d'hydrater et de protéger la muqueuse. Ça stimule l'appétit, ça stimule aussi la production de salive, ça peut étancher la soif et permettre une meilleure communication orale quand elle est possible. Avec une bouche comme on a pu voir tout à l'heure, je pense qu'il doit y avoir des adhérences, il doit y avoir des choses comme ça qui font que voilà, on n'a pas une bouche adaptée à la communication. Donc du coup, voilà, c'est important. Les soins de bouche assurent aux malades un bien-être et la dignité aussi, c'est important. Ce ne sont pas forcément des soins de bouche médicamenteux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de fungizone, des choses comme ça. Voilà, c'est pas forcément que des traitements médicamenteux. Ça peut être du rôle propre soignant. Alors j'ai marqué IDE, mais ça peut être aussi un aide-soignant hein, quand ce n'est pas médicamenteux. Je vous montrerai après. Médicamenteux, bien sûr, c'est sur prescription médicale et c'est à visée curative et ou préventive. Alors la fréquence, il n'y a pas de standard en fait, hein. Le but c'est de faire en fonction de l'état de la personne, de son évaluation clinique, et aussi souvent que possible. Ça peut être fait le matin, à la toilette, avant, après le repas. Le top en fait c'est de le faire aussi souvent qu'on peut. Alors voilà, c'est sûr qu'à domicile c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'intervient pas tout le temps. Mais par exemple aux hirondelles, on a une personne avec un état buccal très altéré, ou en tout cas très fragile. À chaque fois qu'on y passe la voir, ça coûte rien d'y passer un petit coup de bâtonnet pour faire un petit soin de bouche, ça sera aussi bien. Alors là, je passe rapidement parce que là, ce sont surtout en fonction de l'état de la personne, les médicaments qui peuvent se faire en soin de bouche pour répondre à tel ou tel problème. Alors là, je passe rapidement parce qu'en fait, c'est les médicaments prescrits pour des soins de bouche en fonction de tel ou tel problème, que ce soit pour des lésions hémorragiques, des douleurs, des odeurs, des mycoses, des aphtes. Donc du coup, voilà, là c'est vraiment sur prescription. Mais à côté de ça, il n'y a pas que des soins de bouche médicamenteux. Alors, par exemple, en cas de bouche sèche, on peut faire un soin de bouche avec un glaçon aromatisé. On fait des petits bâtonnets de glace, voilà, au sirop ou n'importe, voilà. Ça permet d'aromatiser un petit peu et de donner un goût et de faire un soin de bouche efficace. Une compresse humide peut très bien faire l'affaire aussi, hein. Voilà, le but est d'apporter de l'humidité dans la bouche. Les sprays d'artésial, c'est pareil, c'est pas prescrit, mais ça permet ou même d'eau, mais sous pression, là, vous savez, voilà, ça peut être bien. Une bouche qui est un peu sale, voilà. Le coca, ça peut être intéressant. Le jus d'ananas, l'ananas, que ce soit en jus ou en glaçon, ça permet de nettoyer un peu la bouche. Une bouche nauséabonde, l'ananas aussi, c'est pareil, ça donne, ça nettoie la bouche et ça permet d'éviter les odeurs. Après, concrètement, un soin de bouche, il faut que ça reste un moment de plaisir. Donc, on peut faire un soin de bouche avec tout ce qu'on a, peu importe. On monte une compresse ou un bâtonnet sur du café, du jus de fruits, du vin, peu importe. Une personne qui ne peut plus boire, il faut lui apporter du plaisir par la bouche. Donc voilà, vraiment se renseigner, connaître la personne, savoir ce qu'elle aime boire ou ce qu'elle aimait boire et on l'utilise pour faire un soin de bouche. On peut très bien faire un soin de bouche avec du vin. Bon, avec du Ricard, je n'ai jamais essayé, mais voilà, on peut essayer de faire un soin de bouche avec ce qu'on veut. Et le principal, c'est voilà, d'avoir apporté ce plaisir. Après, au niveau des lèvres, on peut utiliser un stick à lèvres, voilà, qui va permettre d'apporter, d'humidifier un petit peu, en tout cas euh, d'apporter un petit peu de gras sur les lèvres qui va permettre d'hydrater. Faut faire attention par contre à ce niveau, si la personne est sous oxygène, on ne va pas pouvoir mettre du bâtonnet à lèvres sur les lèvres. L'oxygène et le gras ne font pas bon ménage, ça va brûler la peau, donc du coup, à éviter.
Maintenant, dans les symptômes, on va parler de la douleur. Alors, je vais l'aborder assez rapidement parce qu'il y a une formation là-dessus. Là, on va plutôt parler des spécificités sur la prise en charge palliative. Bon, d'abord, la définition, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle désagréable, associée ou non à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en termes d'une telle lésion. Alors, là, voilà, vous pourrez vous rapprocher de la formation que j'ai faite à ce sujet. Donc juste pour différencier les différents types de douleurs, donc il y a la douleur nociceptive, donc c'est un excès de stimulation des récepteurs de la douleur. Avec une petite faute à douleur, il y a un S qu'il ne faut pas mettre, donc désolé. Voilà. Neuropathique, c'est lié à la lésion ou à la compression d'un nerf. Des douleurs mixtes, bien sûr, parce que souvent les douleurs sur les prises en charge palliatives sont associées, que ce soit neuropathique et et nociceptif, mais souvent ce sont des douleurs qui rejoignent les deux, voire même psychogènes du coup. Les psychogènes, c'est tout ce qui n'est pas en gros nociceptif et neuropathique. Voilà, ça va être un ressenti de la douleur. Alors la douleur est complexe, hein. Comme je le disais, il y a un mécanisme générateur de la douleur, que ce soit un excès de nociception. En temps normal, on se tape un coup de marteau sur le doigt, ça fait mal. Voilà, donc du coup, ça donne une sensation de douleur. Donc du coup, on va se l'intégrer cognitivement, c'est-à-dire qu'au niveau cérébral, on va intégrer qu'on a mal, et ça va entraîner une émotion. Mais l'émotion aussi, ça marche dans les deux sens. On va avoir la sensation de entraîner une émotion, et du coup, on va s'intégrer la douleur. Le problème, c'est que vu qu'on intègre la douleur, du coup, on peut avoir la sensation qui peut être exacerbée aussi, et ça va peut-être entraîner une crainte d'une prochaine douleur. Là, j'ai parlé d'un coup de marteau, ça vaut sur tous les types de douleurs en fait. Voilà. Donc, c'est une expérience subjective qui va entraîner un comportement observable, que ce soit moteur, voilà, des choses qu'on va pouvoir observer et donc du coup qu'on va pouvoir évaluer sur une évaluation, une échelle d'observation de la douleur. Ça peut être verbal, on a aïe, on a mal, voilà on va le dire. Et ça peut être physiologique aussi, avec une élévation de la tension, des pulsations. Tout ceci va être en fonction des facteurs environnementaux, passé, présent. Ça va entraîner un petit peu les différentes sensations ou les différents comportements. Voilà. Alors, quel est le traitement analgésique non médicamenteux? Analgésique, ça veut dire contre la douleur. Non médicamenteux le plus efficace, tout simplement, mais c'est nous, les soignants. Car on est proche du patient, on est en relation avec lui, on a établi une relation de confiance si on a bien travaillé. Donc du coup, on va pouvoir mettre des choses en place, on va pouvoir prévenir la douleur, anticiper la douleur, évaluer, dépister la douleur, prescrire, alors ça c'est plutôt du rôle du médecin, mais on va pouvoir délivrer un traitement, ça c'est plutôt au niveau infirmier. Dans tous les cas, on transmet la douleur. Si on a fait mal à une personne, bien, en faisant un tel mouvement, bien, on va dire à la collègue peut-être d'éviter ce mouvement parce que ça fait de mal. En tout cas, on va pouvoir lui dire peut-être que là, avant de faire ce mouvement, on va mettre des choses en place avant. On va pouvoir réévaluer et on va pouvoir suivre une douleur. Alors, pour pouvoir traiter une douleur, il faut savoir connaître et reconnaître les attitudes et les comportements de la personne malade, que ce soit dans le faciès, dans la position. En gros, on va pouvoir évaluer la douleur. Donc il faut pouvoir écouter, dépister les mimiques, les grimaces, les gémissements. Il faut faire preuve d'un savoir-être, c'est-à-dire faire preuve de disponibilité et d'écoute active. Savoir reformuler ou respecter le silence. Quand un patient ne se sent pas écouté, en tout cas il sent que le soignant n'est pas disponible, on est pressé, en gros par tout ou autre, il va peut-être pas forcément se confier à vous. S'il a mal, peut-être qu'il va se le garder pour lui. Donc il faut montrer à la personne qu'on est là et qu'on écoute. Donc du coup, on va demander à la personne de nous décrire sa douleur. Donc il y a une méthode, ce qu'on appelle le tilt. Donc on va analyser le type de douleur, l'intensité, la localisation et le temps, la durée de la douleur.
Donc le type d'intensité, le type de douleur, c'est comment il a mal. Donc on va utiliser les mots du patient, savoir vraiment comment il ressent sa douleur. L'intensité, c'est combien il a mal, combien il exprime sa douleur. Donc on va mettre en place une échelle adaptée à la personne, que ce soit l'échelle verbale simple, pour les personnes qui ont du mal à évaluer, qui ont quelques difficultés à évaluer, ou l'échelle numérique de 0 à 10, combien il évalue sa douleur. Ça peut être aussi une échelle d'observation comportementale, ou en tout cas d'hétéro-évaluation. Ça peut être l'Algo Plus qu'on utilise aussi. La localisation, savoir où il a mal, ça paraît tout bête, mais c'est important de le préciser. Et est-ce que la douleur irradie quelque part? Une douleur qu'on a au niveau du dos ou lombaire peut irradier jusqu'au bout de l'orteil. Ça peut être aussi des douleurs donc du coup de sciatique par exemple. Le temps. Le temps, c'est quand il y a mal. Est-ce que depuis quand la durée de la douleur? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur de la douleur? C'est-à-dire est-ce il s'est mobilisé à la mobilisation, est-ce qu'il a mal? Il se lève quand il marche ou autre? Est-ce que ça revient fréquemment? Est-ce que c'est une douleur qui dure longtemps? Est-ce qu'elle se calme? Est-ce que c'est un accès douloureux paroxystique? C'est-à-dire qu'en fait ça peut être une douleur intense, très brève, et alors que habituellement la douleur est plutôt bien gérée. Alors pour pouvoir examiner une douleur, il faut pouvoir regarder, donc du coup voir les attitudes de la personne, palper, on palpe pour savoir si quand on touche, d'une part s'il y a une masse ou s'il y a une douleur qui est provoquée à la palpation. Tout à l'heure je parlais par rapport aux urines. Si une personne est en rétention d'urine, quand on va palper la vessie, d'une part on va sentir une masse et ça va entraîner une grosse douleur. Il faut savoir écouter, donc du coup les gémissements, le silence aussi, voilà, mais c'est important. Le toucher, alors l'allodynie, c'est une sensation douloureuse sur quelque chose qui normalement n'est pas douloureux. On va toucher un bras et là on va avoir une grosse sensation alors que normalement toucher un bras c'est pas douloureux. Ou caresser, la caresse ça peut entraîner des grosses douleurs, c'est souvent des douleurs neuropathiques. Et quand on pince aussi, ça nous permet des fois de déceler des douleurs neuropathiques. L'hyperpathie, c'est une douleur exagérée à la douleur. Alors, l'examen clinique précis permet de mieux cerner la douleur, avoir un traitement adapté, le plus adapté possible à la douleur. Ça permet d'appliquer les bonnes prescriptions. Donc du coup, si on remonte l'information au médecin, on aura du coup des prescriptions qui seront plus adaptées et des prescriptions anticipées aussi également plus adaptées pour les mettre en application du coup. Et ça permet donc du coup bien sûr de remonter l'information pour pouvoir réévaluer, parce que mettre en place un traitement c'est bien, mais il faut pouvoir le réévaluer et savoir si c'est suffisamment efficace ou s'il faut mettre quelque chose d'autre en place. Ça permet aussi donc du coup de transmettre à l'équipe, comme je disais tout à l'heure. Alors, une personne en fin de vie peut être encombrée, avoir un encombrement, ce qu'on appelle proximal, c'est-à-dire en fond de gorge, fond de bouche, début de gorge à ce niveau. Voilà. Les causes, c'est une baisse de la vigilance, c'est-à-dire que la personne est de moins en moins éveillée, une diminution du réflexe de déglutition, et donc ce qui entraîne une stase salivaire, ou alimentaire si, bien sûr, on a continué à l'alimenter. Alors notre rôle de soignant, c'est de pouvoir déceler les fausses routes au plus vite, le plus tôt possible, épaissir les liquides, adapter l'alimentation quand il y en a besoin. On peut faire quelques petits tests de déglutition rapide. Alors on n'est pas orthophoniste, on n'est pas kiné éventuellement. C'est pas à nous de faire un vrai test de déglutition, mais quelques petites méthodes nous permettent quand même de voir si la personne est en capacité de déglutir comme il faut. Alors, ça va être tout simplement lui demander d'ouvrir et de fermer la bouche. Voilà. Savoir tirer la langue ou de claquer la langue. Est-ce que là, la personne arrive à bouger sa langue? Est-ce qu'elle arrive à faire un son pharyngé, le ah, voilà. Donc du coup, pareil, ce sont les muscles du fond de gorge qui travaillent. Et est-ce qu'elle arrive à se racler la gorge ou avaler à vide? Voilà, ça, ces petits exercices, en fait, ça va nous permettre de savoir si la personne est en capacité de déglutir. Voilà.
Après, si cette personne est en incapacité, alors là, on arrête tout, on ne l'alimente pas, en tout cas pour le moment. Ça peut être tout simplement parce que à ce moment-là, la personne est somnolente ou hypovigilante, peut-être que ça pourra revenir ensuite, mais dans un premier temps, là, si on lui met quelque chose dans la bouche, il y a de fortes probabilités qu'elle nous fasse une fausse route. Alors, quand une personne est encombrée, pas que par rapport à la fausse route, hein, voilà, et quand sa vigilance est diminuée, c'est-à-dire quand elle est moins présente, on va dire. On va alterner la position 3/4 et plat dos quand elle est au lit. Euh, Quand une personne est hypovigilante et qu'elle est encombrée, surtout ne pas la mettre à demi-assis parce que du coup elle n'a pas la possibilité d'expectorer et au contraire donc les sécrétions vont rester au niveau bronchique. Quand on met une personne mais sur hypovigilante en position 3/4, on va la voir tout à l'heure la position, ou à plat dos, en fait la personne sera couchée et les sécrétions, du coup, au lieu de rester au niveau des bases du poumon, vont tapisser un petit peu toute la hauteur du poumon. Et donc, on va pouvoir après essayer soit de faire une aspiration bronchique, alors, au niveau infirmier bien sûr, hein, ou peut-être que en faisant comme ça va pouvoir stimuler en fait le réflexe de tout et donc du coup de pouvoir expectorer un petit peu. Voilà. Dans tous les cas, au niveau infirmier, nous, ce qui est important quand on a une personne encombrée sur une fin de vie, de diminuer les apports de perfusion. Vraiment, voire ne plus perfuser du tout si c'est possible. Un traitement antisécrétoire va permettre du coup d'assécher un petit peu à ce niveau. Donc il faut envisager l'arrêt complet de l'alimentation, au moins de façon temporaire, et d'expliquer surtout aux patients et à la famille, parce que c'est vrai que des fois, la personne est encombrée, mais elle est encore éveillée et vigilante, et il faut lui expliquer pourquoi on va diminuer les perfs, pourquoi on va arrêter l'alimentation dans un premier temps. Expliquer que aller arrêter l'alimentation n'est pas forcément négatif non plus. Arrêter l'hydratation non plus. Alors c'est vrai que on est on pense toujours dans l'imaginaire collectif que arrêter de manger, arrêter de boire, ça va entraîner la mort de suite. Ah bah, la personne va mourir de faim, va mourir de déshydratation, voilà. Alors, certes, ça peut arriver si on laisse traîner un bon petit moment. Mais on parle bien là d'une personne sur une fin de vie avec une espérance de vie à très court terme, hein. Donc voilà. Quand on les déshydrate un petit peu, quand on arrête de les alimenter, d'une part, elles vont être un peu moins, elles vont dépenser moins d'énergie du coup à la digestion. Du coup, ça sera déjà de l'énergie dépensée pour autre chose, mais ça va éviter justement l'encombrement, ça va limiter l'encombrement, donc du coup moins d'inconfort. Et ça peut aussi aider un petit peu. Alors, il y a des études qui ont montré que ça pouvait avoir un effet un petit peu bénéfique même au niveau cérébral par une sécrétion de, que je ne dise pas de bêtises, dopamine ou autre, quelque chose qui va du coup apporter une petite sensation de confort. Voilà. Je me souviens plus des études, il faudra que je retrouve. Voilà, dans tous les cas, c'est pas que du négatif. Et il faut dédramatiser aussi bien pour la personne, la famille et aussi nous en tant que soignants. C'est vrai qu'on a arrêté une alimentation, c'est très compliqué même pour nous soignants. Donc voilà. Bien sûr, après, s'il y avait besoin de faire des aspirations, bon, bien sûr, c'est du rôle infirmier quand c'est en nasotrachéal. En buccal, on peut, même le soignant, faire des aspirations dans la bouche quand c'est pas profond. Mais après, quand ça doit descendre bien plus profond, bien sûr, c'est du rôle infirmier. Alors, les aspirations bronchiques pour les infirmiers, l'objectif c'est de réduire l'inconfort lié à l'encombrement bronchique en situation palliative. Alors, la notion de confort est assez relative parce qu'en fait, on peut avoir des fois une personne qui est encombrée sur une fin de vie, mais qui n'a aucun signe d'inconfort. Le visage détendu, qui
qui ne grimace pas du tout. Alors, nous, on va l'entendre râler, ça crépite un petit peu, mais au final, ça ne semble pas si inconfortable. C'est compliqué pour les soignants, c'est compliqué pour les familles, parce que on a l'impression qu'elles s'étouffent, que ça va pas du tout. Voilà, donc il faut vraiment se fier aux signes de confort de la personne. Euh, L'aspiration bronchique permet aussi d'améliorer la ventilation de la personne, en tout cas que la respiration soit plus efficace. Par contre, il faut éviter les lésions des muqueuses liées à l'acte. Donc du coup, on aspire, ok, mais on va essayer d'aspirer le moins possible, parce que plus on va aspirer, plus le risque est de stimuler un petit peu la sécrétion et donc du coup d'encombrer davantage. Donc on va vraiment aspirer quand il y a un signe d'inconfort de la personne. Bon, là, on est vraiment sur la technique d'aspiration, donc je vais passer vite. On fait un soin qui est le moins inconfortable possible, donc du coup, voilà, il faut essayer de faire rapidement et d'être efficace. C'est sûr que quand on n'est pas habitué à faire le geste, c'est pas des plus évidents, mais voilà. Bon, voilà, c'est plutôt du rôle infirmier, donc je vais passer. Dans tous les cas, si ça devait être le cas, on peut avoir recours à une prescription anticipée. Alors tout à l'heure, je parlais de la position 3 quarts. Comme vous pouvez voir sur la photo ici, donc la position 3 quarts permet la sécurité de la personne. Ça minore les risques d'inhalation bronchique en cas d'encombrement, c'est-à-dire qu'en fait, ça va limiter l'inhalation sur force route. Une personne qui va régurgiter, il pourrait inhaler, donc du coup passer dans les bronches. Donc cette position favorise, on va dire, l'évacuation des sécrétions par la bouche. C'est une position quand même qui est confortable. C'est la meilleure position pour prévenir les escarres, car en fait, il y a beaucoup moins d'appui sur les parties saillantes. Et plutôt convivial, parce qu'en fait, la personne est couchée de façon assez naturelle sur le côté. Et donc, du coup, on peut avoir facilement une personne assise à côté, à hauteur de du malade. Et voilà. Donc, du coup, c'est plutôt mieux que vraiment la position ce qu'on appelle décubitus latéral, où la personne est vraiment à 45. Et donc, du coup, s'il y a une personne assise à côté d'elle, va devoir hop, tourner la tête pour pouvoir la regarder. Là, on est quand même beaucoup plus confortable. Alors, dans l'idéal, la position 3 quarts se fait à deux soignants. Donc, on a la personne allongée ici. La personne, on va tourner le patient sur le côté ici, côté gauche. Donc, on va décaler un petit peu la dame vers le côté opposé. Alors, si possible avec une alaise, sinon avec un drap. On va la décoller doucement. On va écarter son bras, plier sa jambe pour pouvoir la tourner. Et avec le drap, pourquoi pas, c'est beaucoup mieux quand même de faire comme ça. Plutôt que de prendre avec la main ou au niveau de l'épaule et enfin, de l'omoplate et de la hanche. C'est vrai que englober avec le drap, c'est en général plus confortable. Donc du coup, on va pouvoir faire tourner la personne. Bien souvent, c'est la personne qui va être du côté où on va tourner, qui va prendre le drap pour pouvoir du coup tirer la personne vers elle. Du coup, une fois qu'elle est tournée sur le côté, donc elle est vraiment à 90 là, donc pas confortable du tout. On va lui caler un oreiller, enfin un traversin ou un coussin de positionnement, peu importe ce qu'on a au microbille même. On va lui caler ça dans le dos. Et on va la rebasculer sur ce coussin, ici. Donc on va pouvoir bien sûr lui dégager l'épaule. Et une fois qu'elle est en bonne position, la personne qui est de ce côté va tirer un petit peu le drap, légèrement bien sûr, pour qu'elle soit bien positionnée sur le coussin. Et ça permet de dégager aussi la hanche pour pas qu'elle soit en appui au niveau du bassin. Voilà, donc là dans cette position ici, on voit que la personne est plutôt confortable quand même malgré tout, enfin je pense, et elle n'est pas à 90 comme là, elle est plutôt à 45, et comme ça évite qu'elle soit en appui au niveau trop de l'épaule, l'omoplate, le dos, le sacrum est libéré. Alors là c'est plutôt la malléole qui est exposée, il faudra quand même faire attention, mais dans l'ensemble il y a moins de parties osseuses, saillies osseuses qui sont touchées. Là il y a quand même le genou, il y a quand même la malléole et le coude qui pourrait être touché. Il y a quand même un petit peu la crête iliaque, donc il faudra faire attention.
Mais le but, une fois qu'on est dans cette position, ça va être de pouvoir alterner des positionnements. Donc du coup, 3/4 à gauche, ici, 3/4 à droite de l'autre côté, et plat dos aussi, ce sera intéressant. Alors qu'en est-il au niveau des soins des escarres? Alors, hop, on est dans un but palliatif, on n'est plus dans un but curatif. On ne va pas forcément guérir la personne maintenant de ces escarres. Alors bien sûr, le but c'est d'éviter qu'il y en ait. Donc on va prévenir les escarres, on va faire des effleurages. Mais bon, des fois ça peut arriver. Donc on va essayer de s'adapter aux patients en fin de vie et de maintenir une certaine qualité de vie, donc assurer un maximum de confort, comme je disais tout à l'heure, anticiper les douleurs avec des prescriptions anticipées. L'objectif est de lutter contre l'inconfort lié aux plaies, euh, c'est-à-dire limiter les odeurs, essayer voilà, de cacher ces odeurs, en tout cas de jouer sur là-dessus. Trouver le pansement adapté pour pouvoir absorber les exsudats, éviter un pansement qui coule partout, et adapter les fixations aussi pour éviter les douleurs liées au retrait du pansement. L'élimination, alors j'en parlais tout à l'heure, le risque important sur ces personnes, surtout quand on sont sur des fins de vie, donc alité, en tout cas avec une mobilisation physique réduite, c'est le risque d'une rétention urinaire par stase ou par traitement aussi, ça peut arriver, ou un risque de fécalome. Donc du coup, il va falloir être hyper vigilant au niveau soignant, de voir la diurèse en tout cas, d'évaluer l'émission d'urine et évaluer aussi le transit. Alors, si on a une personne dont les signes cliniques s'aggravent en termes de fièvre, d'agitation, de confusion, somnolence, des douleurs à la pelvienne, c'est d'ailleurs au niveau de la vessie quand on palpe, ou qui se plaint de douleurs de ventre, ou une personne qui a des mictions rares, ou au contraire abondantes, mais en petite quantité, beaucoup de mictions un petit peu par petite quantité, faut être hyper vigilant, ça peut être des signes de rétention urinaire ou de fécalome, sachant qu'un fécalome peut entraîner des rétentions urinaires. Et inversement, quand une vessie est bien pleine, ça peut comprimer au niveau du tube digestif et ralentir le transit. Alors pourquoi je parle de miction abondante, très fréquente? C'est parce qu'en fait, une vessie, quand elle est bien pleine, les personnes peuvent uriner par ce qu'on appelle regorgement. C'est-à-dire que c'est tellement tendu que il y a peu d'urine qui va quand même s'échapper. Donc on peut avoir l'impression de si la personne a fait pipi parce que la couche est pleine. Mais à côté de ça, elle a un ventre très distendu et une grosse douleur à la palpation. Donc ça peut être ce qu'on appelle des urines par regorgement. Donc être très vigilant à ce niveau. Les causes principales de la constipation, ça va être donc, comme je disais, l'alitement, une réduction de l'alimentation et de l'hydratation. On le dit jamais assez, mais pour aller à la selle, il faut boire, il faut s'hydrater parce que du coup, les sels, il faut les humidifier tout simplement. Donc, si une personne était déshydratée, bien sûr, ça va être compliqué pour aller à la selle. Certains médicaments aussi, notamment les traitements de morphine, les traitements anti-allergiques ou les antidépresseurs peuvent entraîner des constipations. Donc du coup, ça va être important. Allergique, je veux dire aussi les traitements pour limiter les sécrétions bronchiques ou autres qui vont limiter les sécrétions digestives aussi peuvent entraîner donc du coup cette constipation. Alors, on a parlé du corps des différents symptômes. Bon, il peut y en avoir d'autres, mais voilà, c'était les principaux. Maintenant, on va parler de la personne. Donc, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez du concept. Donc, il y avait le corps et maintenant, c'est la personne. Donc, on va parler des besoins psycho-affectifs et existentiels de cette personne. Alors, notre rôle à nous, soignants, dans l'accompagnement d'un patient face à une maladie grave. Alors, que ce soit le patient ou même son entourage, ils vont passer par différentes étapes, les fameuses étapes du deuil. Ça va être le refus dans un premier temps, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Il y a des personnes qui ne vont jamais arriver à l'acceptation, d'autres qui vont être tout le temps dans la colère, des fois qui vont arriver à accepter certaines
avoir fait le deuil de certaines choses liées à la pathologie. Par exemple, il ne va plus se lever. Bon, au final, ils vont l'accepter, mais pour peu que ensuite on passe à le fait de ne plus pouvoir l'alimenter, là, pareil, pof, il va repartir sur des étapes de deuil parce qu'il va falloir qu'il fasse le deuil de l'alimentation. Le patient ou la famille, voilà, il faut pouvoir accepter. C'est en fait une prise en charge palliative. Malheureusement pour les personnes, ce sont souvent des successions de deuil, donc du coup, toutes les difficultés qui vont s'en ramener à ça, à ce niveau. Donc, pour pouvoir lutter en fait et accepter ces difficultés, les personnes vont mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Ça va leur permettre de s'adapter et de lutter contre ce qui est insoutenable, ce qui peut être angoissant, et pouvoir faire face. Alors, en fonction de ça, ils vont vivre différentes émotions. Alors, le soignant doit être dans une relation aidante pour aider justement le patient à cheminer dans sa pathologie et dans ses deuils. Donc, les principes de cette relation aidante, c'est bien sûr le respect, ça c'est la base de toute relation. Pour qu'une personne puisse se confier, il faut qu'on puisse faire preuve de respect envers elle, ça c'est normal. L'écoute active, c'est-à-dire qu'en fait on est concentré sur ce que nous dit la personne et on n'est pas dans une passivité ou en tout cas voilà, on va essayer de comprendre en fait c'est une discussion tout simplement. L'empathie, c'est une capacité à se sentir comme à la place de la personne. Donc du coup, essayer de capter un petit peu les émotions qu'elle pourrait ressentir. Mais attention, il faut surtout se rappeler qu'on n'est pas cette personne. Donc du coup, on ne vit pas les mêmes problèmes. Donc ça nous permet en fait de d'essayer de se mettre au niveau de la personne en fait dans l'accompagnement. La congruence, c'est-à-dire en fait, chaque soignant doit avoir la même ligne de conduite. Voilà, il n'y a personne qui va avancer à côté. Il faut qu'on ait tous le même objectif et tout ça donc du coup dans un même euh, dans l'accompagnement de la personne, pardon. Et bien sûr, authentique, ne pas raconter trop de bobards non plus, parce que bien sûr, quand on raconte n'importe quoi, ça finit par se savoir et se comprendre. Voilà, donc du coup, ça met à mal la relation de confiance. Donc, du coup, la relation aidante crée un climat de confiance et de sécurité, que ce soit pour le patient ou son entourage. Elle est basée sur l'empathie, comme je le disais tout à l'heure. Ça permet de restaurer l'identité et l'autonomie de la personne soignée et l'encourage à exprimer ses besoins, ses inquiétudes, ses désirs et ses espoirs. Donc du coup, nous, il faut pouvoir recueillir toutes ces informations, euh, faire en sorte, même si des fois ils vont nous exprimer des projets qui ne sont pas réalisables, nous, notre but, c'est de ne pas être de leur mettre ça en face, en fait. Eux vont tout à fait cheminer petit à petit à leur niveau, à leur rythme. On sait, nous, en tant que soignants, ce qui va advenir par la suite, mais la personne, voilà, petit à petit, elle va le savoir, mais voilà, il faut la laisser cheminer. Voilà, donc il faut pouvoir, nous, en tout cas, recueillir toutes ces paroles. Bien sûr, quand on se retrouve avec une personne en grosse difficulté psychologique ou autre, ou médicale, parce que du coup, il y a des douleurs qui se verbalisent à ce moment-là, ou parce qu'elle nous exprime des difficultés financières, parce que voilà, c'est la personne qui dans le travail et qui finance toute la famille, voilà. Donc, bien sûr que ces deux relations, elle se fait, c'est assez privilégié entre le soignant et le patient à ce moment-là. Mais si on a des informations qui nous dépassent, ou en tout cas nous on peut rien faire, bien sûr qu'il faut pouvoir après donner l'information à des personnes compétentes, que ce soit des médecins pour des symptômes ou autres, la psychologue si nous exprime des grosses souffrances psychologiques, ou l'assistante sociale, voilà. Par contre, si on le fait, il faut le exprimer au patient, comme quoi là, ce qu'elle nous dit, ça nous dépasse un petit peu. Faut être clair hein, à ce niveau, hein, voilà. Par contre, qu'on va remonter l'information à la personne concernée pour qu'on puisse l'aider. Donc du coup, il faut permettre l'expression de la personne, libérer la parole, écouter et même entendre les silences. Des fois, un regard permet de répondre beaucoup mieux à une question
plutôt que la parole en elle-même. Il faut pouvoir accepter de découvrir l'autre sans jugement et sans a priori. C'est vrai qu'on a tous des modes de vie différents. On n'a pas forcément les mêmes grands principes dans la vie. Donc du coup, ce que nous on juge important, pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout. Et inversement. Donc du coup, il faut pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Soutenir le patient dans ses projets de vie, même s'ils ne sont pas réalisables. Le but n'est pas de le mettre en difficulté en lui disant que c'est pas possible, mais plutôt du coup de laisser cette personne dans ce qu'on appelle une pulsion de vie en fait. Ça va permettre de le maintenir un petit peu vivant, ça, ces projets. Après, des projets, ça peut permettre aussi peut-être de créer des projets avec la personne, mais plutôt sur du court terme. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Où est-ce que les enfants, les petits-enfants vont venir vous voir? Est-ce que vous allez faire une promenade? Ou voilà, peut-être des choses, ou des petites vacances. Voilà. Essayez de... Nous, en tout cas, au lieu de dire ce que eux nous projettent, ce n'est pas réalisable, plutôt après de questionner sur d'autres petits projets, peut-être à plus court terme. Dans tous les cas, il faut respecter le rythme du patient. C'est pas parce que lui a du mal à cheminer, à avancer dans ses pathologies, qu'il faut forcément le tenir par la main et l'amener. Il faut le laisser faire. On est là, on l'accompagne, on le suit et on respecte sa temporalité. On va lui donner des repères, bien sûr, mais le but, voilà, c'est de le laisser nous avancer tranquillement. Voilà. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, je parlais de mécanismes de défense. Il y a le déni qui est très difficile à prendre en compte, en charge pour nous soignants. Mais exprimer à une personne, à essayer de remettre dans la réalité une personne qui est dans le déni, c'est contre-productif en fait. Hein. La personne va être d'une part, elle va pas vous croire, ça va la mettre en colère, et donc du coup, on va pas arriver à ce qu'on veut en tant que nous soignants. On va mettre à mal la relation de confiance qu'on a mis, qu'on a peut-être même eu des difficultés à mettre en place, donc ça va être compliqué. Et puis au final, on risque un effondrement psychique de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, un mécanisme de défense, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait des garde-fous, des barrières que la personne s'est mis pour pouvoir continuer à vivre. Alors, et supporter, c'est l'insupportable. Donc, si on fait tomber ces barrières, ben, la personne peut être en grosse souffrance psychologique. Alors nous, on n'est pas psychologue, donc du coup, il faut rester sur ce qu'on sait faire. Donc, c'est-à-dire la parole, ça va être l'accompagnement, ça va être des choses comme ça, mais pas aller au-delà de ce que nous on est capable de faire. Voilà. Autre mécanisme de défense, bien souvent les personnes, comme je le disais, elles sont dans la colère, et nous, ben, on est soignants, donc du coup, on va porter quand une personne est en colère, on va être en fait un écran de projection de cette colère. Ça peut être des paroles, des insultes, une agressivité verbale. C'est pas réellement en tant que nous, personne, ça va être en tant que nous, corps médical. Et il n'y a que nous qui sommes là. Alors nous, le but dans ces cas-là, c'est mais oui, c'est pas évident de se faire engueuler, c'est pas évident de. Mais il faut pas répondre par l'agressivité parce que ça n'a rien de bon et c'est pareil, c'est pas productif du tout. Il faut accepter, il faut essayer d'expliquer un petit peu, mais après, voilà. On fait un peu le dos rond, on explique un petit peu, on parle un petit peu. Il faut pas rompre la discussion parce que alors là, c'est pire que tout. Voilà, faut essayer de faire comme on peut. Dans tous les cas, on va essayer de proposer des moyens non médicamenteux de détente, parce que bon, bien sûr, il n'y a pas que les médicaments qui peuvent certes, accompagner, ça peut être soigner une dépression par exemple ou autre, mais ce n'est pas une relation non plus, enfin ça ne met pas mal à la relation. Il faut essayer de excusez-moi, plutôt, il faut continuer dans la relation et trouver des moyens qui vont permettre justement de renforcer cette relation et de compléter justement ce qui a été mis en place médicamenteusement. Voilà, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Dans tous les cas, il faut placer le patient au centre du soin, qu'il ne subisse pas son soin, qu'il soit acteur et qu'il puisse valider ou non tout ce qu'on met en place. C'est pour lui qu'on fait ça.
il faut vraiment faire en sorte que le patient se sente entendu et compris. Donc ne pas hésiter à reformuler pour être sûr d'avoir bien saisi la teneur des propos de la personne. Parce que des fois ça part un peu dans tous les sens et on croit avoir compris quelque chose et en fait au final on se rend compte que pas du tout. Donc des fois reformuler avec des phrases simples, courtes et être vraiment sûr d'avoir compris, de se faire valider ce qu'on a compris en fait par la personne. Maintenant, les besoins psycho-existentiels. Alors du coup, ça va être tout ce qui est questionnement autour du sens de la vie, sur la fin de vie possible et la relecture du trajet de vie, tous les questionnements religieux, spirituels. Alors spirituel ne veut pas forcément dire que religieux, hein, c'est pas que ça. Il y a des phrases telles que est-ce que je ne suis pas passé à côté de ma vie, est-ce que je n'ai pas fait tout ce que je voulais, est-ce qu'il n'y a pas des regrets, des choses comme ça. Il y a souvent des choses comme ça qui sont retranscrites à ce moment-là. Les moments de vie exprimés aussi, des fois, voilà, ils vont nous parler de leur voyage, de ce qu'ils ont fait, leur métier. Donc voilà, ils ont besoin de laisser une trace en fait. Ça va être des récits de famille aussi, par exemple. Donc du coup, notre rôle à nous, c'est de soutenir ces moments d'expression et laisser libre cours à chaque individualité en fait, hein, c'est qu'il puisse nous exprimer vraiment tout ce qu'il est et sa personnalité en fait. Accepter de recevoir cette expression qui des fois peut être un peu compliquée à recevoir, hein. Des fois il y a des histoires de vie très très compliquées et partager ou non l'équipe, ça c'est toujours en fonction de la situation. Après pareil, si on est face à des situations, psychologiques très difficiles, on peut quand même, avec l'accord de la personne bien sûr, en référer à la psychologue. Alors maintenant, on a vu le corps, la personne, on va passer à l'entourage et donc du coup les besoins sociaux familiaux. Quelles sont les peurs des proches? Alors, le plus souvent, c'est de voir l'autre souffrir, donc du coup la douleur, la déchéance, les différents symptômes de la maladie, la dyspnée, l'agitation, le déroulement des événements, savoir comment ça va se passer, la mort et l'après. Alors, il y a le sentiment d'impuissance et de culpabilité. Alors, il est important de connaître les ressources de la personne et ainsi que sa situation familiale. Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des amis? En gros, est-ce qu'elle a du lien social ou isolé? Est-ce qu'elle a une activité professionnelle? Est-ce qu'elle est retraitée? L'assurance sociale, est-ce qu'elle est prise en charge à 100%? Voilà. Est-ce qu'il y aurait des difficultés donc du coup financières? Alors le rôle du soignant, ça va être aussi bien l'observation, l'écoute, l'information, le soutien, l'aide, l'encouragement. Si besoin, le relais vers d'autres professionnels, que ce soit assistant social, psychologue ou médecin. Il faut savoir que tout comme le patient, l'entourage va vivre aussi des étapes de deuil, mettre en place des mécanismes de défense. Donc du coup, ça pourra être un petit peu compliqué des fois à rentrer en relation. Donc du coup, il faudra y aller petit à petit avec tact parfois. Donc voilà, mais il faut surtout pas oublier de les prendre en compte dans la prise en charge. Maintenant, il ne faut pas nous oublier, donc du coup, on va parler du soignant. Donc on va voir quelles sont ses difficultés, qu'est-ce que l'épuisement professionnel, quels sont ses signes d'alerte et comment soutenir les soignants. Au niveau des difficultés personnelles, propres à chaque personne, chaque soignant, la difficulté peut être la perte de sécurité du curatif. C'est vrai que quand on soigne, quand on est jeune soignant ou quand on a en tout cas eu envie d'être soignant, c'était souvent pour guérir les gens. Donc voilà, c'était souvent le cas dans cette idée-là. Donc être vraiment dans le curatif. Des fois, quand on arrive sur une fin de vie ou autre, le curatif ne suffit plus, n'est plus possible. Donc du coup, on passe sur la phase palliative et donc certaines personnes, certains soignants peuvent le vivre comme un échec. Voilà, donc et puis on ne sait pas trop où on va. C'est vrai que des fois, on part un peu dans l'inconnu. Chaque patient vit les choses différemment et donc du coup, voilà, des fois, voilà, on navigue un petit peu à vue et voilà, ça peut être un petit peu instable et donc non sécurisant. Donc, on a aussi pas mal de symptômes à gérer.
des symptômes des fois compliqués, que ce soit des douleurs, des encombrements, des détresses respiratoires, ça peut arriver, des atteintes sévères du corps avec des plaies, des odeurs, bien sûr aussi la mort, hein, donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué à vivre pour certaines personnes. Alors quand on est soignant, j'en parlais tout à l'heure, on sert aussi d'écran de projection de différentes émotions du malade ou de l'entourage, que ce soit la peur, la colère, la tristesse. Des fois, on a l'impression voilà, qu'on prend des scuds de tous les côtés et que voilà, ça peut nous atteindre personnellement. Et donc au final, on va avoir un décalage entre les représentations idéalisées du soin, du métier de soignant, et la réalité, qui du coup était différente de celle pour lesquelles on s'est engagé au début. Il peut y avoir donc du coup des sentiments d'impuissance, de passivité ou de culpabilité. Tout ça, ça va grignoter un petit peu ce qu'on est, en fait, notre personne, un grignotage narcissique, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça nous ronge humainement et personnellement. Voilà, donc ça peut mettre en difficulté certaines personnes. Ça peut réactiver aussi certaines angoisses vis-à-vis de situations déjà rencontrées personnellement, que ce soit des pertes, des séparations, des deuils. On peut avoir vécu personnellement des situations aussi compliquées et donc du coup ça peut refaire surgir un petit peu certaines pensées. Il peut y avoir des transferts. Avec un transfert, c'est quand par rapport à une situation donnée, donc un patient qui est malade, en fait, on va faire comme si en fait du coup c'était notre ressenti en fait, comme si on allait prendre la place de la personne. Donc du coup, ça peut activer notre propre angoisse de mort ou celle de nos proches. Et, là où je travaillais avant, on a eu des accompagnements palliatifs pédiatriques, et c'est vrai que les jeunes mamans étaient vraiment en difficulté parce que dans le lit, elles voyaient leur enfant, quoi, en fait. Voilà. Ce qui va être aussi source de difficulté, c'est le manque de ressourcement. C'est-à-dire, en fait, tous les à côté du travail, c'est ce qui va nous permettre de nous vider de nous vider la tête, en fait, tout simplement. Après, il peut y avoir des difficultés d'origine institutionnelle, c'est-à-dire imposées par l'entreprise. Donc, avec un manque de temps et de moyens, une non-reconnaissance, ça peut arriver pour certains soignants. L'interaction des trois pouvoirs entre le médical, l'administratif et le soignant, et en fait l'idée que tout doit être fait pour le malade et son entourage. En fait, chaque corps, que ce soit médical ou administratif, on ne va pas avoir les mêmes objectifs que le soignant qui est proche du patient. Donc du coup, c'est vrai que ce décalage peut être vraiment source de frustration et d'impuissance à ce niveau, donc ou de colère. Il y a la confrontation répétée à la souffrance et à la mort en fonction des services. Il y a des services qui sont spécialisés là-dessus, sur la prise en charge palliative, et donc du coup, au fur et à mesure, ça peut être compliqué d'être toujours confronté à ça. Le manque de cadre, des fois, voilà, quand on n'est pas soutenu, ça peut être difficile, et l'absence de lieu de parole ou de lieu d'isolement, justement pour pouvoir souffler un petit coup, ou voilà. Donc dans certains services, pour certains soignants, ça peut être compliqué. Le risque, c'est le syndrome d'épuisement professionnel du soignant. C'est ce qu'on appelle le burn-out en fait, spécialisé sur le soignant, tout simplement. Donc avec un épuisement émotionnel, on se sent vidé, on n'a plus d'entrain. Quand on se dit mon travail est une corvée, je me sens frustré, tendu, ça c'est l'épuisement émotionnel. Une dépersonnalisation, réponse à l'épuisement émotionnel. Donc ce sont des attitudes impersonnelles, on se sent détaché un peu des situations négatives, cynique des fois même envers les personnes dont on s'occupe. On peut stigmatiser, du coup, ça peut entraîner des maltraitances envers les patients, pardon. Et il peut y avoir une dévalorisation par un manque d'accomplissement personnel. Je suis en incapacité de répondre efficacement à ce que l'on attend de moi. Ce que je fais ou ce que je suis ne valent rien. C'est vraiment, voilà, on se dévalorise de façon importante. Et du coup, on peut avoir une soignante au bout du rouleau. Alors, les signes d'alerte, ça va être une réactivité émotionnelle modifiée. On ne réagit plus de la même façon pour les mêmes situations. Une réceptivité clinique émoussée. Au contraire, là, on n'arrive plus à à percevoir les signes cliniques d'une personne, ou pas de façon adaptée. Ou une mise à distance de l'émotion. Carrément, hop, mur de glace, on n'a plus aucune émotion.
Alors, on va chercher autrement des théorisations excessives, on va réfléchir, on va se faire des nœuds dans la tête ou autre, voilà. Des perturbations somatiques, c'est-à-dire les personnes qui ne dorment plus, voilà, qui vont sans cesse aux toilettes se vider parce que ça va pas, ou qui ont des nausées de façon très courante. Euh, Relation à l'autorité altérée, ça va être des personnes qui vont être toujours dans le conflit, ça va être un peu compliqué à gérer aussi, enfin, pour les soignants, pour les collègues, je suppose pour la hiérarchie aussi. Des remises en question systématiques, des critiques répétées sur les collègues, des revendications excessives, un excès d'engagement ou un hyper-perfectionnisme. Des collègues qui vont être à fond, à fond, à fond tout le temps, ils vont être essayer d'apporter le maximum de ce qu'ils peuvent faire. D'un côté, ça peut être bien, mais être trop, du coup, c'est épuisant pour la personne, sachant qu'ils visent un objectif qu'ils ne pourront peut-être pas forcément atteindre. Parce que du coup, le patient ne va peut-être pas forcément évoluer comme ils veulent, et au final, ça va être difficile pour eux, pardon. Alors comment on peut le prévenir ce burn-out? Alors on peut essayer, des fois c'est pas facile, hein, c'est pas toujours possible, mais en fait il faut essayer dans un premier temps de travailler sur soi et apprendre à se connaître, savoir tenir compte de ses propres besoins, de ses ressources et surtout de ses limites. Il faut s'appuyer sur les compétences des autres, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul auprès du patient. Donc du coup, il faut pouvoir croiser les regards de différents soignants qui interviennent, quel que soit le métier qu'ils font, que ce soit infirmier, aide-soignant, AES, peu importe, auxiliaire de vie, voilà, vraiment s'appuyer sur les compétences des autres. Travailler en binôme, ça c'est intéressant, au moins comme ça, on ne vit pas la chose seul et on n'est pas seul face aux propos compliqués à gérer par le patient. Choisir un alter ego, c'est-à-dire que des fois dans les équipes, on va avoir une personne avec qui on s'entend bien et avec qui on va pouvoir voilà, vider son sac un petit peu. Et voilà, c'est pas forcément toujours travailler en binôme avec elle, hein, mais ça va être voilà, une personne avec qui on s'entend très bien, avec qui on vit les mêmes choses et ça va permettre de pouvoir extérioriser un petit peu. Il faut un temps suffisant de partage, c'est-à-dire que tout ce qui est temps de transmission, réunion de coordination, staff, groupe de parole, voilà, temps de formation, temps de détente collective. En fait, c'est pouvoir, pareil, évacuer un petit peu tout ça et essayer de pas tout se garder en soi, parce que là, ça va vraiment vous bouffer sinon. Voilà. Puis après, bien sûr, ben, il y a voir les professionnels adaptés, hein. Il n'y a aucune honte, aucune gêne à avoir, et n'importe qui peut être amené à un moment donné à vivre des difficultés. Et pour peu qu'on ait quelques difficultés personnelles, en rajouter au travail, ça va pas aider. Voilà. Alors, tout simplement pour conclure, on va reprendre un petit peu les différentes étapes. Donc du coup, le corps. Alors, au niveau soignant, il faut faire preuve d'observation, il faut pouvoir s'adapter à chaque situation, mettre en place des actions, le tout pour apporter du confort à la personne. Alors, au moins pouvoir rendre la situation vivable pour elle. Le travail en binôme est super important et pouvoir mettre des actions, mettre en place des prescriptions anticipées afin de pouvoir soulager en fait, anticiper les douleurs provoquées par le soin. Ensuite, la personne. Faut penser qu'on est face à des personnes vulnérables qui peuvent avoir des peurs et des angoisses. Donc, elles méritent toute notre attention et notre écoute active, le tout dans le respect et l'authenticité, sachant que la personne peut avoir des mécanismes de défense. Surtout ne pas les contrer, ces mécanismes de défense, il faut les écouter, les recevoir et faire avec. Les proches, donc du coup, qui vont subir, enfin, ressentir une impuissance par rapport à la situation et des fois même une culpabilité. Pourquoi cette personne est malade et pas moi? Donc voilà, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, on entend des choses comme ça. Donc ce sont aussi des personnes vulnérables qui elles aussi méritent notre attention et notre écoute. Et aussi qui vont vivre des mécanismes de défense. Donc du coup, pareil, on va pouvoir être un petit peu à l'écoute de ceci. L'équipe. Alors, la notion de groupe est très importante. On n'est pas tout seul. Donc, ne pas vivre les choses de façon isolée. Alors, chacun avec ses différences. C'est la force d'une équipe. On est chacun différent. Donc, du coup, au final,
on vit les choses différemment, on peut s'aider, s'appuyer les uns sur les autres. Par contre, il faut faire preuve de cohérence, c'est-à-dire que certes on est différent, mais on va dans le même sens, dans le confort du patient. Il faut pouvoir se soutenir les uns les autres, trouver un moment pour libérer la parole, accepter les situations qui peuvent nous dépasser, mais bon, voilà, on fait du mieux qu'on peut. Il faut surtout avoir la possibilité de se ressourcer en extérieur du travail et privilégier des moments de détente. Voilà, bon, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez surtout pas à revenir me voir ou me poser des questions si besoin, je resterai à votre écoute. À bientôt!